Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle thématique qui va porter sur l'électronique. Et pour attaquer ce nouveau domaine, on va s'intéresser à un exercice qui porte sur le théorème de Thevenin-Norton, qui sont des théorèmes assez importants de mon point de vue en électronique. Et donc pour ce faire, on va s'intéresser à un exercice dans lequel on va avoir deux Thevenin. Donc on aura la source de tension à vide. Donc on va préciser le terme, qu'est-ce que ça veut dire à vide précisément, avec sa résistance de Thevenin R1, la deuxième source de tension E2 à vide de Thevenin avec sa résistance de Thevenin. Et ces deux Thevenin sont branchés en parallèle. Et le but va être de calculer finalement un équivalent de ce circuit sous la forme d'un seul Thevenin, de la forme suivante. Une source de tension continue en série avec une résistance. Donc il existe globalement deux manières pour résoudre cet exercice. On va faire les deux et vous verrez que globalement, implicitement, c'est un peu équivalent. C'est juste une manière différente d'aborder les choses. Et donc dans cet exercice, le but ça sera de déterminer du coup ce E et ce R que l'on exprime déjà d'une certaine manière. Donc on sait à peu près quelle sera la forme de E et de R. En ce qui concerne les rappels, donc le théorème de Thevenin, en fait, ça consiste à avoir un circuit résistif comme étant, alors là en fait on pourrait mettre notre petit œil entre les ports A et les ports B, et ce circuit composé de plein de résistances et de sources de tension, on pourrait en fait le résumer en un simple circuit qui est composé d'une résistance de Thevenin et d'une source de tension continue de Thevenin. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour calculer la source de tension de Thevenin, VTH, et la résistance de Thevenin, en fait, pour la résistance, il suffit juste de regarder quelle est finalement la résistance entre le port A et le port B quand on annule les sources de tension, c'est-à-dire finalement les courts-circuitants, ou quand on annule les sources de courant, c'est-à-dire en mettant un circuit ouvert. Et en ce qui concerne bien évidemment la tension mesurée entre A et B, en fait, VTH, ça correspond à la tension qu'on va mesurer ici quand A et B sont ouverts. Un équivalent du théorème de Thevenin est le théorème de Norton. C'est juste que l'on ne voit plus cette fois-ci le circuit sous la forme d'une source de tension en série avec une résistance de Thevenin, mais cette fois-ci on voit une source de courant qui va être en parallèle avec une résistance de Norton. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la résistance de Thevenin est très exactement égale à la résistance de Norton. La raison est très simple, c'est qu'en fait, la résistance de Norton ou de Thevenin, c'est la résistance entre A et B quand on enlève finalement, quand on annule plus précisément, toutes les sources de courant et de tension. Donc ici, si on annule notre source de courant, en fait, on va avoir une sorte de court-circuit. Ça ne va plus exister. Et du coup, la résistance que l'on verra entre A et B, ça sera Rn. Dans le cas de la résistance de Thevenin, rappelez-vous, on a une résistance comme ça, une source de tension comme ça. Du coup, si on annule notre source de tension, on va la remplacer par un court-circuit. Et du coup, RTH, ça sera bien la résistance qu'on verra entre A et B. D'où le fait qu'on a bien la résistance de Norton qui est égale à la résistance de Thevenin. En ce qui concerne le courant de Norton, c'est le courant lorsque l'on court-circuite A et B, entre A et B. Et donc en fait, là, on voit facilement que quand on court-circuite A et B, on va court-circuiter cette résistance. Du coup, le courant qui circule entre A et B quand on court-circuite A et B, ça va être égal au courant de Norton. Si on fait cette fois-ci le même raisonnement, c'est-à-dire que si on court-circuite notre Thevenin, en fait, le courant qui va circuler entre A et B va être égal, alors si on nomme la source de Thevenin ETH, ça va être égal à tout simplement ETH sur RTH, ce qui est logique. D'où le fait qu'en fait, on a l'équivalence que le courant de Norton est égal à VTH ou ETH, ça dépend de la notation, sur la résistance de Thevenin. Donc ça, c'était pour les rappels. Maintenant, on va traiter l'exercice. Donc, pour traiter l'exercice, il existe deux méthodes. La première méthode consiste tout simplement en fait à faire des équivalents
de Thevenin-Norton. Donc ici, on a E1. J'utilise la notation européenne. Alors j'ai peut-être un peu mélangé la notation nord-américaine et européenne. Je m'excuse, ça fait un peu plus longtemps que j'ai pas utilisé la notation européenne. Donc on a ce circuit-là qui est égal. Alors là on a R1, là on a R2. Et donc pour le simplifier, la première chose qu'on va faire, alors ça veut dire que c'est équivalent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce circuit-là et on va l'exprimer sous la forme d'un Norton. Donc, un Norton, si on se rappelle bien, il va y avoir une source de courant. Alors là, je crois que c'est plus la notation nord-américaine. Et ici, on va avoir la résistance R1, qui est la résistance de Norton, qui est égale à la résistance de Thevenin. Par contre, ici, I1, qui est le courant de Norton, va être égal à E1 sur R1. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser cette fois-ci à l'équivalent de Norton de ce Thevenin. Et ben, c'est pas très compliqué parce qu'en fait, on va avoir une autre source de courant qui va être I2, qui sera égale à E2 sur R2. Donc on va relier comme ça. Et on aura bien évidemment ici R2. Alors peut-être pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe, ici on a le nœud A, ici on a le nœud B, ici c'est toujours le nœud A, ici c'est toujours le nœud B. Alors là ce qui est intéressant c'est qu'en fait, vu qu'on a deux sources de courant en parallèle, on va pouvoir tout simplement les additionner par la loi de Kirchhoff. Et a contrario, ici on a deux résistances en parallèle, on va pouvoir calculer la résistance équivalente. En ce qui concerne pour la résistance équivalente, c'est pas très compliqué, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc ça c'est la valeur de la résistance équivalente quand on a deux résistances en parallèle. En ce qui concerne la source de courant équivalente, on va réexprimer ça. En fait, on va avoir notre nœud A qui va être là. On va avoir notre source de courant qui va être la source de courant équivalente, qui est la somme des deux sources de courant précédemment, qui va être égale à I1 plus I2, qui va être égal du coup à E1 sur R1 plus E2 sur R2. Et du coup, si on ramène tout au même numérateur, on va se retrouver avec R1 fois E2 plus R2 fois E1, le tout sur R1 fois R2. Et en parallèle, on aura bien évidemment notre résistance équivalente de Norton. Donc là, on a le nœud B. Et la résistance équivalente de Norton, comme je l'ai écrit en vert en haut à droite, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et du coup, ce circuit-là va être finalement équivalent à un dernier circuit, c'est le Norton que l'on veut. Donc là, on va avoir une source de tension comme ça. On va flécher notre tension comme ça. Là, on va avoir notre résistance de Thevenin. Donc, pour commencer, on sait que la résistance RTH de Thevenin, c'est très exactement égal à la résistance de Norton qu'on a calculée à gauche. Par conséquent, ça sera toujours R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et en ce qui concerne VTH, la source de tension à vide continue de notre Thevenin, en fait, ça va être la résistance de Norton fois le courant de Norton. Donc quand on multiplie les deux, on se voit bien que on va avoir les R1 fois R2 qui vont simplifier. Et du coup, ça va nous donner tout simplement R1 fois E2 plus R2 fois E1 sur R1 plus R2. Alors, si je me souviens bien, ce qu'on cherchait, c'était le alpha
et bêta. Alors alpha était ce qui multipliait finalement E1, il me semble. Du coup, alpha ici serait égal en fait à R2 et bêta serait tout simplement égal à R1. C'est l'un ou l'autre, je me souviens plus, mais de toute façon ça change rien en soi, vu qu'ici on avait alpha fois bêta, on peut inverser les deux, et ici il faut juste faire attention, mais je me souviens plus si c'était alpha ou bêta, mais bon, si c'est l'autre, il suffit juste d'inverser. Donc ça c'était la première méthode pour calculer l'équivalent de Thévenin. Et il existe une autre méthode que l'on va traiter. Alors, pour la deuxième méthode, il suffit juste de représenter à nouveau nos sources de tension de Thévenin. Donc là, on a E1, R1. Là, on a, pardonnez-moi, on a cette fois-ci E2 et R2. Alors là, ce qui va être important, c'est qu'on va en fait appliquer tout simplement les lois de Kirchhoff. Donc, pour appliquer les lois de Kirchhoff, le premier réflexe, c'est toujours de fléchir. Donc ça, c'est la tension entre A et B. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un courant I2. Là, on se rend compte que pour rester en convention récepteur et ne pas faire apparaître de signe moins dans la loi d'Ohm, on va adopter la convention du coup récepteur ou passif. Hein. Selon les ouvrages que vous lisez, ils utilisent différentes notations. Là, on va dire que c'est le courant I1. On va flécher la tension aux bornes de la résistance R1 en sens opposé de celle de U. Et on va dire que I, c'est le courant qui sort. Et en fait, ce que l'on veut, c'est que tout simplement, ce circuit-là soit égal à une source de tension E en série avec une résistance R. Là, on a les ports B et A. Là, on a toujours la tension entre A et B. Et là, on a le courant qui circule entre A et B. Donc, première observation, on peut remarquer que I1 plus I2 est tout simplement égal à I. Ensuite, on peut faire une deuxième observation. Donc ça, c'était tout simplement la loi des nœuds de Kirchhoff. La deuxième, c'est la loi des mailles. Donc on va l'appliquer. On va l'appliquer sur les deux branches. On va l'appliquer sur cette branche-là et sur celle-là. Et ce qui va nous donner en fait que U est égal à... Alors, on suit le sens des flèches. On va avoir quelque chose qui va être égal à E2 moins R2 fois I2. Et on peut remarquer que I2, d'après cette relation-là, obtenue par la loi des nœuds, va être égal à R2 facteur de I moins I1. Troisième observation, ça va être la deuxième loi des mailles qu'on va appliquer cette fois-ci sur le Thévenin numéro 1, qui va être égal à E1 moins R1 fois I1. Ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que les calculs qu'on a fait, ces deux équations-là sont égales à U, donc elles sont égales entre elles. Donc en fait, ce qu'on va obtenir, c'est tout simplement E2 moins R2 fois I plus R2 fois I1 qui va être égal à E1 moins R1 fois I1. Et donc, finalement, le but ici, ça va être d'exprimer I1 comme étant fonction de E1, de E2, de R1, de R2 et de I. Et une fois qu'on aura fait ça,
il suffira juste de l'injecter dans cette équation-là. Et en fait, on établira une relation U qui sera égale à une constante plus ou moins, ça dépendra, une autre constante qui multiplie I. Alors là, pour le coup, ça sera moins, si on adopte la convention récepteur de notre résistance R. Et donc en fait, ça ne sera pas très compliqué parce que cette constante correspondra à la valeur de R et cette constante correspondra à la valeur de la tension à vide de notre Thévenin équivalent qui est entre les ports A et B. Donc c'est parti, on va faire les calculs. Donc déjà, on va passer tous les I du même côté. Donc on va les passer tous à gauche. Donc on va obtenir, enfin les I1 je veux dire, I1 facteur de R1 plus R2 qui va être égal à E1 moins E2 plus R2 sur fois I. On passe le R1 plus R2 de l'autre côté en divisant. On va obtenir I1 qui va être égal tout simplement à E1 moins E2 sur R1 plus R2. Et là, on va continuer, plus R2 fois I. Donc ça, on va le prendre et on va l'injecter ici pour remplacer le I1. Donc c'est parti. On va avoir U qui est égal à E1 moins, alors attendez, là ça a disparu, c'est R1, attention. Donc on multiplie I1, on va obtenir moins R1 E1 moins R1 E2 plus R1 fois R2 sur I. Tout ça qui va être égal à R1 plus R2. Bon, bah là, on remarque déjà qu'on retombe justement sur la bonne valeur de la résistance équivalente, donc ce qui est quand même assez rassurant. Alors à noter que là, le signe moins s'applique sur toute cette expression-là. Donc finalement, on va avoir U qui va être égal, si on met tout au même numérateur, R1 E1 plus R2 E1 moins R1 E1 plus R1 E2, le tout sur R1 plus R2. Donc ça, on comprend bien que ça va être notre E. Donc on peut le simplifier. R1 fois E1 ici peut être simplifié avec R1 fois E1. Et du coup, ici, on va avoir R1 fois R2 sur R1 plus R2 fois I. Par conséquent, ça, on se doute bien que c'est égal à R. Et notre E va être égal tout simplement à R1 fois E2 plus R2 fois E1. Le tout sur R1 plus R2. Donc voilà, l'exercice est fini. Il n'était pas finalement si compliqué que ça, il était même très facile pour être honnête, mais je trouvais que c'était intéressant, ça faisait une petite application et ça permettait d'introduire tout doucement le théorème de Thévenin-Norton. Alors à noter que les deux premières, enfin la deuxième et la troisième slide, je les ai retrouvées sur internet, mais c'était juste pour éviter de le faire à la main et que ce soit un peu plus propre. Mais sinon, c'est tout pour cet exercice. Si vous avez trouvé une autre manière de le faire que celle de Kirchhoff et celle en utilisant les équivalents Thévenin-Norton, en s'amusant en changeant entre le Norton et le Thévenin, comme je l'ai fait pour la première méthode. Si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous appréciez le travail que j'ai produit, bien évidemment, vous pouvez toujours le valoriser en mettant un pouce ou en vous abonnant, c'est toujours plaisant. Et je vous dis à la prochaine.